Israélien de ta barbe, dis-leur don de panique. Musulman de ton voile, dis-leur don de panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur don de panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don de panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur don de panique. Africain de ta peau, dis-leur don de panique. Musulman de ta foi, dis-leur don de panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don de panique. Bêtement, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement, mais... Merci également de cette invitation. J'aimerais en votre nom à tous remercier infiniment celles et ceux qui sont engagés dans ce printemps des quartiers, tout ce mouvement qui depuis des semaines et des mois organise des rencontres à travers la France et ce soir, ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles, il y en a beaucoup qui travaillent dans des réunions semaine après semaine et qui font un travail extraordinaire. Elles et ils se reconnaîtront dans ces remerciements. Et puis, bien entendu, remercier celles et ceux qui ont résisté ici au niveau local à la pression et au fait de vouloir finalement, au nom des valeurs de la République, agir avec un esprit très anti-républicain, puisque le but est de faire taire la parole critique. Alors, bon, c'est une chose à laquelle je me suis habitué depuis une quinzaine d'années dans ce pays. Et durant les dernières semaines, il y a 4 annulations de salles. La semaine prochaine, déjà, une autre annulation de salles. Et semaine après semaine, les salles sont annulées par les services de renseignement français qui, en très bons républicains, font le travail du ministre de l'Intérieur et du président. Je profite pour les saluer en leur disant que de ce point de vue, même s'ils respectent les ordres, ils ne font pas honneur à l'esprit de la République. Cela étant dit, je pense que au-delà de l'atmosphère, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites que je ne vais pas rappeler. Je vais simplement essayer de faire un peu le lien entre notre réflexion sur le rapport aux politiques, sur le plan intérieur comme sur le plan international, et également la responsabilisation des unes et des autres concernant cet engagement-là. Parce que ce que l'on voit, et Alain Grèche l'a dit au départ, et ça a été confirmé par toutes les interventions finalement, que l'on pense à la laïcité, que l'on pense à la perception ou au rapport au symbole de la présence de celui ou de celle que l'on veut considérer comme l'autre. Parce que finalement c'est de ça dont il s'agit, c'est créer une pression psychologique au point que les symboles vous mettent dans l'altérité. Alors c'est les symboles de votre appartenance en termes de couleur, ethnique, culturelle, c'est votre symbole de présence religieuse, ce sont les noms, tout ce qui va apparaître va permettre dans une espèce de pression permanente, et c'est un instrument de guerre, la pression psychologique est un instrument de guerre, on entretient une atmosphère qui crée cette altérité-là, et vis-à-vis de laquelle vous avez systématiquement à devoir vous justifier. C'est-à-dire on vous met dans un positionnement où, à partir du moment où vous prenez la parole, vous êtes situé dans l'altérité ou dans l'autre, difficile d'être à l'intérieur, et vous allez devoir choisir comment appartenir au discours national. C'est vrai sur le plan intérieur, et puis c'est également vrai sur le plan international. Je veux dire, ce qu'a dit Alain Grèche est très important. Il faut quand même entendre la ministre des Affaires étrangères en Israël il y a quelques années, qui expliquait combien Israël était la garde avancée de cette avancée de l'islamisme et donc de ce danger de l'islam, puisque c'est de ça dont il s'agit, au Moyen-Orient. Donc c'est l'Occident qui va jusqu'à là. Donc autour d'Israël, c'est plus l'Occident, mais Israël, c'est la garde avancée. Et si vous entendez la même logique, vous l'avez intérieurement et vous l'avez extérieurement. Vous avez dans les affaires intérieures comme dans les affaires internationales. Ça, à partir d'un certain moment, je pense que c'était intéressant dans toutes les interventions que nous avons eues, c'est un schéma, un schème de pensée. Donc après, on peut se perdre dans l'argument, mais si on n'a pas attaqué en amont le schème, c'est-à-dire le cadre à partir duquel on pense, on va tomber dans le piège. Parce qu'en pensant répondre, on confirme le schéma par lequel on nous pose la question. Raison pour laquelle je pense qu'il faut questionner ceux qui questionnent, il faut questionner la façon de questionner, il faut remettre en cause le schéma lui-même.
Et ça veut dire, intellectuellement, il faut être armé, psychologiquement, il faut être courageux, et politiquement, il faut être patient. Parce que c'est très long. Parce que c'est véritablement, c'est difficile. Parce qu'en même temps, vous avez des politiciens qui instrumentalisent, mais vous avez des concitoyens instrumentalisés, sincères parfois, naïfs souvent, craintifs en permanence, eu égard à l'atmosphère. Et vous devez distinguer de ce point de vue-là, c'est le lot de tous, distinguer entre la naïveté parfois, l'ignorance, la manipulation de vos concitoyens, tout en étant très ferme par rapport à ceux qui derrière instrumentalisent le discours, c'est-à-dire ceux qui posent les schèmes et qui imposent à une population de penser à travers ces schémas. Et donc ça, c'est pas facile. Et ce qui a été mis en évidence ce soir réfère à ça. Et par exemple, la façon dont le discours, en passant par la marge, vous savez, ça on l'a déjà entendu, on l'a entendu avec l'administration Bush aux États-Unis, on l'a entendu avec... mais depuis 89, on entend ceci. On l'entend à gauche comme à droite. Il faut faire attention à ne pas confondre l'islamisme et l'islam. Nous avons un discours contre l'islamisme, mais nous ne sommes pas contre l'islam. Après, la meilleure des choses à faire, c'est vous allez, oh d'accord, j'admets votre différence. Définissez-moi l'islam. Et vous allez vous apercevoir que souvent l'islam est défini des musulmans sans l'islam, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'assimilation, c'est-à-dire suspecter d'islamisme tous ceux qui seront trop pratiquants, c'est-à-dire ceux qui marqueront leur visibilité. Donc on va déterminer les catégories. Et si vous commencez à entrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas questionné les catégories en amont, en voulant répondre à la question qui vous est posée, vous tombez dans le piège de confirmer le schéma qu'on vous a imposé. Et vous tournez en rond. Et vous finissez, comme certains aujourd'hui, par parler du SMIC musulman. C'est-à-dire, il faut qu'on soit pas très visible. Il y en a même certains qui vont dire mais Marine Le Pen n'a pas tort. Et donc vous êtes dans une logique qui est extrêmement pernicieuse. Parce que le cadre qui nous a été imposé est un cadre pernicieux. La première des libérations, ce n'est pas une libération des argumentaires, c'est une libération des perceptions, des cadres qu'on nous impose. Des cadres qu'on nous impose intérieurement et surtout, et aussi de façon internationale, et puis l'instrumentalisation ici que l'on a, même du fait religieux, et puis de ce que le pouvoir, parce que c'est une relation de pouvoir, c'est quand ce discours sur la religion entre dans la façon dont on gère le pouvoir ou qu'on soit dans la compétition pour le pouvoir, eh ben, le fait religieux peut être instrumentalisé. Alors, ce qui a été dit, et qu'il faut rappeler en permanence, parce que ça fait partie d'un discours, et ça, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les mobilisations que l'on a au niveau même du référent religieux, quand on parle de la spiritualité et du sens, on peut avoir des salles pleines à craquer. Quand on passe avec ce bagage-là, ça doit se traduire en un engagement citoyen et en engagement éthique sur le plan citoyen, le taux de participation diminue. Comme si le spirituel, et là, de ce point de vue-là, on est très occidentalisé, parce que le spirituel, ça devient de l'exotique. C'est comment tu marches à côté de ta vie, mais la vie n'intègre pas cette donnée spirituelle que s'il y a du spirituel, il y a une responsabilisation de l'intelligence, de la conscience et de l'agir citoyen. Ce lien-là, même chez les femmes et les hommes qui sont héritiers de l'immigration, qui vivent dans les cités, on a de la peine à faire. Il y a une désaffection du fait politique, au sens où on en parle ce soir, au sens où on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on dit quand on parle de paupérisation, quand on parle de véritable marginalisation sociale. Et en face de nous, ce que l'on a, c'est qu'on a une politique émotionnelle de la stigmatisation, de la culpabilisation. Et ça fonctionne sur le mode binaire tout le temps. C'est une simplification du fait politique, mais il faut faire attention, c'est que malheureusement, c'est pas simplement en France, c'est pas simplement en Occident, vous avez le même phénomène dans les sociétés africaines ou les sociétés majoritairement musulmanes. Le dévoiement
dévoiement du fait politique, où les politiques ne font plus du politique, où on est dans un populisme qui peut, simplement par le phénomène de l'émotion qui stigmatise. Premier élément, ça a été dit, c'est quand on stigmatise sur la culture ou l'ethnie, l'ethnicisation, la culturalisation du fait de la personne, c'est-à-dire si vous êtes dans cette situation-là, c'est votre ethnie, c'est que votre mémoire africaine n'a jamais pu concevoir l'histoire. Ça vous dit quelque chose? Je veux dire, ça a été dit à Dakar et ça nous revient, c'est-à-dire une espèce de perception, c'est en vous. Vous êtes le problème, et donc vous l'intégrez. Et si vous répondez à ça, vous tombez dans un piège, si vous répondez strictement sur cette question-là. Parce que c'est pas ça le problème, c'est une vision du monde. C'est un rapport à un pouvoir. Qui le dit quand il le dit? C'est un homme de pouvoir qui dit ceci. Et donc, l'ethnicisation, ou la question de l'islamisation. Et parfois, on a l'impression qu'effectivement, on ne parle que du djihadisme et qu'on n'a pas... Mais c'est pas vrai. En fait, en parlant du djihadisme et en parlant d'une certaine forme d'islam, c'est finalement aussi tout l'islam qu'on embarque. Je veux dire, ben, regardez les positions politiques, on tombe dans le symbole, on nous dit pendant des semaines, on ne va pas faire d'amalgame, puis ensuite on s'en prend à des savants qui vont venir, puis on dit c'est de toute façon tous les mêmes, alors que ça n'a rien à voir. Mais cette espèce de zone grise dans laquelle on joue, et l'islam devient un élément de binarité stigmatisante, et on joue sur l'émotionnel qui culpabilise. Ou alors, les autres éléments, le discours qu'on a sur la sécurité aussi. Le discours que l'on a sur la sécurité, systématiquement en prenant la sécurité comme une menace, mais en refusant de discuter sur les causes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans des situations d'insécurité? Qui est victime aujourd'hui de l'insécurité en France? C'est-à-dire ceux qui sont dans les ghettos de la classe moyenne blanche ou ceux qui vivent dans les cités qui sont en face des problèmes qu'on a mis en évidence? Qui subit l'insécurité aujourd'hui? Qui subit l'insécurité en Afrique? Qui subit l'insécurité en Irak? Qui subit l'insécurité quand il y en a un qui va, quand on tue 1, 2 ou 3 militaires? Je veux dire, là aussi c'est une pensée, mais quelle est la pensée la plus fondamentalement raciste de l'expérience coloniale? C'est qu'au bout du compte, le sang d'un Africain, ou le sang d'un Asiatique, ou le sang d'un Arabe, ou le sang, il vaut moins que notre sang. La comptabilité est différente. Et que ça, c'est je veux dire, l'exemple, l'hypertrophie, c'est-à-dire la loupe, vous l'avez en Israël. Vous l'avez en Israël. Et sans aucune gêne, au bout du compte, la mort des Palestiniens, la comptabilité, elle sera toujours de façon exponentielle par rapport à la mort d'un Israélien. Parce que leur dignité, parce que leur symbole, le symbole de leur humanité vaut plus que celui des Arabes ou de celui... Et la même chose, je veux dire, en même temps, c'est exactement la même chose en Afghanistan, et c'est exactement... Vous pouvez voir ça depuis... C'est une logique, c'est une façon de penser le monde, qui est une façon de penser le monde qui a une consonance coloniale et fondamentalement raciste. Donc ça, cette dimension-là, elle est sur la dimension de la sécurité. La même chose sur l'immigration, c'est-à-dire la culpabilisation de l'immigré, cette espèce de distinction entre les immigrés légaux et les immigrés illégaux, et puis ceux qui sont illégaux, on peut les traiter comme des criminels. C'est logique, et qu'on l'accepte. Même nous, moi, j'ai même vu des gens avec lesquels j'ai milité pendant des années qui acceptent qu'on parle de citoyenneté et qui délaissent complètement la question de l'immigration au sens de la dignité des droits humains. Et même parmi vous, à force de vouloir tomber dans le piège, on est des citoyens français, nous, eh bien on accepte que notre pays traite des immigrés comme si c'était des sous-humains ou comme si c'était des gens dont on avait raison de se méfier. Nous avons admis dans le discours, vous voyez comme le schème est important, c'est le schème qui est derrière qui est important. C'est on vous pousse, dit que tu es un citoyen, montre que tu es un citoyen, et tu vas montrer que tu es un citoyen. Et pour montrer que tu es un citoyen, tu vas oublier l'humain, celui qui est traité n'importe comment, celui qui est traité comme un être de seconde catégorie et dont on a le droit d'exploiter la réalité, d'exploiter l'histoire, d'exploiter la mémoire, d'exploiter la force de travail. Donc c'est ce schéma-là qui me paraît important pour moi, et ça a été dit, donc je vais avancer, et c'est là où il faut contester ce rapport à cette permanence de la binarité et de l'altérité, et de la poser de la façon la plus importante.
en termes de responsabilisation. Alors, c'est là où finalement nous disons tous d'une certaine façon et de façon assez claire, c'est bien, on veut sortir de ce discours de l'altérité. On veut en sortir ici et on veut en sortir là-bas, dans le monde africain, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il faut refuser ceci. Il faut refuser le chef par lequel on construit l'altérité, ce qui fait que vous êtes d'une autre ethnie, d'une autre culture, d'une autre religion, finalement d'une autre dignité humaine. Et comment on rentre à l'intérieur. Alors ce qui a été dit et qui est important dans tout ce qui a été articulé, c'est comment on nous pousse à partir d'un certain moment à dire tu n'es pas complètement des nôtres, mais pour être des nôtres, il faut finalement que tu deviennes invisible parmi les nôtres. Et que tu n'aies pas la pensée critique. C'est-à-dire qu'en fait, au nom d'un principe républicain, pour faire partie de la République, toi qui entres dans cette République, il faut que tu y perdes l'esprit républicain. C'est-à-dire une contradiction fondamentale dans les termes dans lesquels l'assimilation va se faire. Ce n'est pas une assimilation simplement culturelle, c'est une espèce d'atrophie de la pensée critique. Il faut atrophier la pensée critique. Et si vous êtes critique, alors là, vous êtes problématique. Et quand moi j'entends aujourd'hui, après 25 ans de travail sur le terrain, c'est un esprit anti-républicain, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire le plus grand danger de la parole que je partage avec tous les partenaires, tous les amis qui sont ici et ceux sur le terrain, le plus grand danger, c'est de donner à ceux qu'on a mis dans l'altérité les moyens de la pensée démocratique et critique. Il ne faut pas qu'il le soit. C'est-à-dire de réconcilier ces citoyens avec le véritable esprit démocratique, le véritable esprit républicain, le véritable esprit critique. Celui qui va poser les questions politiques. C'est-à-dire la réconciliation avec la politique, c'est le plus grand danger pour les politiques qui ont envie de continuer à travailler dans cette altérité-là. C'est-à-dire entrer dans le débat politique non pas par l'invisibilité, mais par la visibilité critique. Par la visibilité de la pensée, la visibilité de la parole, ce qui a été mis en évidence. Au nom des principes que nous partageons, nous refusions que vous dévoyiez les principes de la République. Les traîtres à l'esprit républicain, c'est vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez pensé la République entre gens de pouvoir. Et que ceux qui étaient les colonisés, ceux qui étaient les dominés, ils ne devaient pas y avoir accès. Eh bien maintenant, nous y avons accès avec les moyens de la critique. Et cet esprit-là, ça va demander du temps, mais ça va demander aussi, et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit en l'occurrence, c'est que, bonne nouvelle, c'est en train d'arriver. Ce pourquoi tout le monde s'excite, c'est que les fruits de cette expérience historique sont en train de se faire. Mais en même temps, je suis positif et en même temps, j'ai de grandes craintes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vois des esprits qui commencent à être aussi colonisés par ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y en a, dans les proximités du pouvoir, c'est là où on voit beaucoup de peureux et beaucoup de lâches. Il se trouve que parfois c'est les mêmes. D'accord? Et donc en l'occurrence, ici on a aussi cette difficulté. Ça a toujours été ainsi et ça dépendra aussi de nous de savoir comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça. Alors j'ai encore 2 minutes ou j'ai complètement... sûr. Donc ça ce principe de la réconciliation est de ne pas accepter et d'être critique. Et pour moi, si vous voulez, comment je le traduis? Comment est-ce que je traduis ceci? Quelle est la cohérence que j'essaie de trouver entre un engagement politique ici et là-bas? C'est la réconciliation entre le politique et l'éthique. C'est-à-dire questionner les finalités de ce que l'on veut. Questionner et de dire par exemple, le plus grand souci que j'ai avec la France et beaucoup de pays européens aujourd'hui, c'est qu'il y a un fossé énorme entre les valeurs théoriques annoncées et les pratiques politiques concrètes. Et que ceci, ça demande un esprit critique de réconciliation. Quelles sont les finalités? Ce pourquoi on se bat. Et pas du tout avec un esprit, comme on essaie de nous le dire, ah c'est du communautarisme. Moi, si je fais partie d'une communauté, c'est d'être toujours du côté de la communauté des opprimés. Alors ça, c'est les miens. Ceux-là sont les miens. Et ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, ils peuvent être arabes, ils peuvent être musulmans ou non. La communauté des opprimés, c'est-à-dire la conscience de ceux qui vont résister. Qui vont essayer de réconcilier avec une certaine éthique, c'est-à-dire sur le plan politique.
la véritable transparence et la véritable voie d'une démocratisation. Sur le plan économique, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Sur le plan même de la conscience religieuse ou de la liberté de conscience, ce qu'il faut dire et répéter, c'est que ce n'est pas à vous de nous dire comment on pense, comment on s'habille, ce que l'on fait. Ça, c'est une cohérence qu'il faut réconcilier. La République se dévoie. Mais là aussi, il ne faut pas qu'on pense que, vous savez, quand on vient en France, on a l'impression que c'est la France, que toute l'Europe est comme ça. Non, la France aujourd'hui est une exception sur ces questions de tenue vestimentaire. Elle essaye d'influencer, elle va jusqu'au niveau européen pour essayer de dire que c'est le seul moyen de lutter contre l'islamisme, mais c'est une pensée minoritaire en Europe. Cette espèce d'oppression qu'il y a sur la psychologie de la tenue vestimentaire, de la visibilité. Mais ça commence à prendre avec d'autres courants, les courants de populistes, les courants d'extrême droite. Donc on a un vrai problème avec la visibilité. Il faut de ce point de vue-là qu'on soit dans un rapport éthique, un rapport aux finalités. Ça, c'est sur la question économique, sur la question politique, sur la question culturelle de la même façon, sur la question sociale, et même sur des choses sur lesquelles, vous savez, il faut vraiment oser les affirmer, il faut les dire, parce que c'est sur le long terme. Il faut aussi avoir sur la question du pluralisme, sur la question de la pluralité, pas simplement des origines et des couleurs, mais même de la linguistique, même des langues. Des langues. Moi, je vois dans la politique française une politique raciste, de la façon même dont on traite l'arabe. Comment on enseigne l'arabe et comment on fait passer des examens, il y a un vrai problème. On dit, mais quel respect vous avez pour cette langue? Parce que l'arabe, la langue des Arabes, est-ce que ça peut vouloir dire comment vous touchez à cette langue? Comment est-ce qu'on est... les premiers qui manquent parfois de respect par rapport à ces langues d'origine, c'est nous aussi. Mais il faut comprendre que résister aux moyens des langues, aux moyens des mémoires, aux moyens des histoires, aux moyens de tout ça, c'est même de la créativité, même tout ça, ce sont des instruments qui doivent réconcilier l'activité ici sur le plan intérieur. Et c'est de la même façon qu'il faut le faire dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut de ce point de vue-là relier ceci. Aujourd'hui, de voir les gouvernements européens qui vont nous faire oublier des années de compromission, et encore maintenant avec certaines des dictatures dans le monde, eh bien c'est là où il faut qu'on soit cohérent. Ne pas faire de nos luttes nationales des luttes nationalistes et aveugles. Il faut faire des luttes nationales internationalistes et cohérentes, c'est-à-dire une éthique aussi sur la façon dont on traite la question des... Je veux dire, vous pensez aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y ait une alliance objective, on le sait factuellement, entre des mouvements comme Geert Wilders, comme Marine Le Pen, comme Freisinger en Suisse, tous ces mouvements, ou Blocher en Suisse, tous ces mouvements populistes, et qui sont aujourd'hui en lien aussi avec des mouvements qui sont des mouvements de diabolisation de la question musulmane jusqu'en Israël. Pourquoi Geert Wilders y va en Israël? Quelle est la relation qu'il a là-bas? Eh bien, il y a une chose qui est importante, c'est ce que j'ai entendu une fois dans un secrétaire d'État, Lelouch, qui disait « faut faire attention ». Il faut faire très attention avec les Français et les Européens qui viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'au nom de la démocratie, ils changeront les politiques internationales, ils changeront la politique européenne. Eh bien oui. C'est que le vrai problème, c'est que plus vous êtes démocrate, plus vous êtes dangereux. Plus vous avez une conscience politique, plus vous êtes dangereux. Mais ça, c'est si et seulement si vous faites le lien avec la politique internationale, que vous refusez ce qu'on est en train de dire sur les Palestiniens, ou sur les Afghans, ou sur les Africains. Si on a une vraie conscience internationale, et qu'on comprend que notre engagement démocratique, il n'est pas simplement pour nous, nationalement, ou simplement sur le plan de nos intérêts, mais que nous sommes du côté de tous ceux qui nous concilions éthique et politique ici et là-bas, que nous voulons la dignité là-bas, que nous considérons, il ne s'agit pas d'être pour les Palestiniens parce qu'ils sont arabes, chrétiens ou musulmans, pour les Palestiniens parce qu'ils sont opprimés, parce qu'il y a aujourd'hui un oppresseur et un opprimé, et la même chose pour les Afghans, et la même chose pour les Africains, et la même chose pour les Congolais, et la même chose pour les Sud-Américains. C'est une conscience qu'il faut développer. Je veux dire, comprenez bien, quand Malcolm X, il était raciste, qu'il passait à la télévision et qu'il insultait tout le monde, on le laissait, il était utile. Il a su qu'il devenait dangereux, il l'a écrit au moment où il a commencé à faire des alliances internationales, qu'il est allé en Afrique, qu'il a commencé à se dire « Attends, je suis en train de me tromper, ça n'est pas une lutte de noirs contre blancs, c'est une lutte de justes contre d'injustes, des opprimés contre des oppresseurs. » Et là, il écrit « Ils vont me tuer.
et ça n'a pas manqué, quand il a commencé à avoir une position de principe et d'éthique et non pas une position raciale et binaire. Racial et binaire, il tombait dans le piège. Éthique et international, il sortait du piège. Et là, il est dangereux. Là, il est dangereux, parce qu'il ne parle plus le même langage, parce qu'il commence à avoir des alliances. Donc il faut de ce point de vue-là que l'on le comprenne de façon plus générale sur le plan d'une lutte aussi contre tous ces populismes-là, et ça, c'est ce que j'appelle, dans la relation entre éthique et politique, un contre-pouvoir permanent. Ça va être long, ça va être difficile, ça a été dit, il faut le fonder sur le long terme, mais ça demande, de se former à cela, d'être équipé à cette résistance-là, donc ça demande de la résistance, ça demande un peu de courage. Nous sommes testés tous les jours sur notre courage. Est-ce que nous sommes prêts à résister à ça? Parce que ça veut dire que les pressions sont permanentes. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu du courage. Ils ne se sont pas laissés faire. Et puis il y en a qui sont courageux avec des calculs politiques, c'est normal. Bien sûr. Donc il faut jouer sur ça aussi. Il y a le rapport de force aussi. Donc le rapport de force, il faut le maintenir. Ça n'aurait peut-être même pas été possible il y a quelques années. La question du courage et puis le long terme, mais toujours dans une espèce de rapport critique. Les vrais défenseurs de l'avenir de la France aujourd'hui, ce sont ceux qui seront équipés sur le long terme, qui seront courageux et puis qui liront les sphères. C'est-à-dire notre engagement ici est un engagement international. Et permettez-moi de terminer sur un mot. Si vous ne voulez pas que l'international vous revienne dans la figure tous les jours, eh bien il reviendra. Parce que c'est comme ça, ce lien il est permanent. On vous ramènera systématiquement à ça. Je veux dire, un des grands journalistes français ici vient vers moi et me dit: Tariq, tu veux être accepté dans ce pays, boucle-la sur la Palestine. Boucle-la, tais-toi. Et il attend. La Palestine, c'est qu'inverse. Il faut que je me taise sur l'islam, il faut que je me taise sur la justice, boucle-la, quoi. C'est ça que ça fait.